Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, débat, reportage, chronique au programme, comme tous les soirs du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat avec deux grands thèmes d'actualité ce soir. Quelle sera la durée du bail de Michel Barnier à Matignon? Moins de 10 mois pour Marine Le Pen qui veut de nouvelles élections législatives le plus tôt possible, juste après le 9 juin. D'ici là, quelle réforme et avec quelle équipe? Il faudra sans doute attendre la toute fin de semaine pour connaître la composition du gouvernement Barnier. On décortique l'actu politique avec mes invités dans une minute. Et puis pour notre second débat, cette question: jusqu'où ira le scandale de l'abbé Pierre? Que savait la hiérarchie catholique? Je ne sais pas quand le Vatican l'a appris. Après sa mort, ils l'ont su, c'est certain. Mais avant cela, je ne sais pas. On sait aujourd'hui que des évêques ont couvert les violences sexuelles de l'abbé Pierre dès les années 50. Peut-il y avoir des poursuites judiciaires? Quelles seront les conséquences de ce scandale pour l'Église catholique, mais aussi pour le mouvement Emmaüs? Réponse d'ici 45 minutes. Mais d'abord, ces gauches divisées qui se sont affichées ce week-end à la fête de l'UMA. Jérôme Rabier. Il est arrivé sous les huées. François Ruffin a fait une apparition remarquée à la Fête de l'Humanité ce week-end. En conflit avec les Insoumis depuis les législatives, le député de la Somme a réaffirmé son désaccord profond avec son ancien parti. Pour lui, Jean-Luc Mélenchon déleste l'électorat rural pour se concentrer sur les jeunes et les quartiers populaires. Des critiques répétées sur la scène ce week-end. Veut-on unir les classes populaires? C'est la première question. Comment on fait? Et là, j'ai un désaccord moral et électoral profond dans la durée avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu dans la foulée. Pour le leader insoumis, sa stratégie est payante, peu importe les critiques. Ce travail, nous l'assumons et nous disons à tous ceux qui nous suggèrent d'aller ici ou là, eh bien qu'ils y aillent. Nous nous occupons, nous, de la jeunesse, des quartiers populaires, de la population qui travaille. Cette passe d'armes symbolise les tensions actuelles au sein du NFP entre ceux qui ne veulent pas transiger et d'autres qui veulent tendre la main, y compris à l'extérieur du nouveau Front populaire. Sans surprise, François Hollande fait partie des seconds et rêve d'une gauche moins radicale. À gauche, la radicalité, elle a montré ses limites. Mais... Ça fait 2 fois que Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidence de la République, 2 fois qu'il ne parvient pas au 2e tour. Et quand on voit ce qui se passe au sein de la France insoumise, c'est-à-dire le procès en sectarisme, en communautarisme et en marginalité, il est clair que c'est la dimension socialiste qui doit, au sein de la gauche, avec les écologistes et avec d'autres, être la première. Les leaders du NFP ont tenté de taire les critiques en s'affichant ensemble lors de la Fête de l'Humanité, où ils ont tous répété la nécessité de préserver cette unité. Mais côté stratégie, les divergences sont déjà là. Une partie du NFP acceptant de rencontrer Michel Barnier quand d'autres refusent. Ou encore sur la procédure de destitution du président de la République, lancée unilatéralement par les Insoumis et qui n'emporte pas l'adhésion du reste de la gauche. La guerre des gauches, la stratégie du Rassemblement national, la composition du gouvernement Barnier, beaucoup de thèmes dans cette actualité politique. Et j'accueille Maxence Lambrecq, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chef du service politique de France Inter. Anne-Charline Bézina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas. Constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Jean-Daniel Lévy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué Harris Interactive. Et puis je cite cet ouvrage collectif auquel vous avez participé, La France à 20h, ou L'heure d'être ensemble, c'est publié aux éditions de l'Aube. Et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu, bonsoir éditorialiste politique. Allez, on commence par le chapitre gauche. Que révèle cette fête de l'UMA, Maxence Lambrecq? Est-ce que c'est une crise politique ou pas? Oh non, je ne pense pas qu'on soit à la crise politique. Je pense qu'il y a eu un moment de clarification très clair. François Ruffin est en dehors. La rupture a été marquée, on vient de l'entendre. Je pense que petit à petit, François Ruffin va s'effacer du paysage. Jean-Luc Mélenchon rentrer en campagne présidentielle pour de bon. C'est ça qu'il a en tête. C'est la présidentielle anticipée le plus vite possible. Et François Ruffin n'est plus
plus dans son champ à lui. Et c'est presque un soulagement côté de la France Insoumise que d'avoir un François Ruffin hué à la fête de l'Humanité. Ouais, il n'est plus dans le champ LFI, mais il est toujours dans le champ de la gauche, des gauches. Avec quelle troupe, avec quel député, avec quelle équipe voilà, François Ruffin, ça n'a jamais été un animateur d'équipe, ça n'a jamais été un grand rassembleur. Donc voilà, là, il regarde son aventure personnelle avec beaucoup de scepticisme en se disant, est-ce qu'il est capable de monter une boutique présidentielle tout seul? Oui, Anne-Charlène Bézina, c'est dans le reportage, dans le sujet d'ouverture de Jérôme Barbier, c'était intéressant parce que ça sonne comme une querelle stratégique, mais c'est aussi peut-être d'abord une guerre d'ego. Comment vous l'analysez, vous? Alors bien sûr, c'est une querelle de chefs, comme de toute façon tout ce qui va se jouer jusqu'à 2027, c'est-à-dire qu'on est dans une écurie présidentielle, donc c'est important. Même si, à mon sens, les querelles programmatiques et problématiques sont profondes quand même, parce qu'on nous parle du vote rural, on nous parle du vote des jeunes, du vote des quartiers, qui choisit quoi, et toutes ces logiques-là, en fait, elles nous rappellent que la gauche, elle est forte quand elle fait front uni pour des urgences, en quelque sorte, mais qu'elle est traversée par plusieurs courants internes, par beaucoup de questions, en fait, sociales, laïques, etc. Dans notre histoire, on en a eu beaucoup, et moi, je reconnais ici cette idée que ce nouveau front populaire a été fort pour l'Alliance, pour le front républicain, mais que dans son travail parlementaire, dans son avenir présidentiel, municipal peut-être aussi bientôt, eh bien, à mon avis, il y aura quand même des choses à régler, à revoir, et qui sont déjà en train de s'illustrer aujourd'hui. Pas forcément un chef d'équipe, François Ruffin, nous disait Maxence Lambrec, mais est-ce qu'il a une partie de l'opinion de gauche, on va commencer par là, derrière lui, assez puissante malgré tout? Il y a un succès d'estime derrière François Ruffin, mais il a souvent été présenté comme étant celui qui pouvait éventuellement fédérer l'ensemble de la gauche. Il y a déjà quelques mois, on demandait s'il pourrait y avoir une forme de candidature unique de la gauche à la prochaine présidentielle. Le nom de François Ruffin avait été évoqué. Quand on regardait dans les différentes enquêtes d'opinion ou dans les différentes intentions de comportement électoral à la présidentielle, on ne peut pas dire qu'elle était de nature, ne serait-ce que de pouvoir rivaliser avec Jean-Luc Mélenchon. Et effectivement, en fait, comme cela a été indiqué, François Ruffin n'a jamais été apparu comme étant vraiment un chef, n'est jamais vraiment apparu comme étant celui qui était en première position, celui qui était capable de pouvoir fédérer, mais plutôt le plus petit dénominateur commun. Ça, c'est ressenti par l'opinion, c'est ressenti par les Français qui votent. Déjà, on met beaucoup de temps avant de pouvoir s'installer. Se faire un nom, ça met beaucoup de temps. Deux, il y a aujourd'hui une personnalité qui est à gauche, qu'elle soit appréciée ou pas appréciée, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît comme étant celui déjà candidat 3 fois à l'élection présidentielle, qui a été capable de pouvoir être, comme il le laisse entrevoir, presque au deuxième tour, par 2 fois. Mais pas au deuxième tour, comme l'a rappelé François Hollande. Mais pas au deuxième tour, exactement. Mais que cette posture, en fait, qui est imposée par Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore aujourd'hui atteinte ni par François Ruffin, ni d'ailleurs par quelconque autre personne au sein de la gauche, qu'elle soit socialiste, écologiste ou proche du Parti communiste. Il y a peut-être un point qu'on ne souligne pas beaucoup, c'est qu'on était à la fête de l'UMA. C'est quand même censé être organisé par les communistes, et en fait, on n'entend pas du tout parler des communistes. En fait, il y a un débat qui est un débat interne à la France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon qui même organise un meeting au sein de la Fête de l'Humanité, un débat avec François Ruffin, mais au milieu de cela, il y a quand même un discours qui a été tenu par le premier secrétaire du Parti communiste, François Roussel, dont on n'a pas du tout entendu parler. Donc il y a même eu une forme d'organisation ou de happening au sein de la Fête de l'Humanité par la gauche de la gauche, et notamment la France Insoumise. Oui, ça dit des choses de la façon dont LFI a préempté peut-être la fête de l'UMA, Mathieu. Juste au-delà des querelles de personnes et des positionnements de chacun, il se joue quand même dans cette histoire une approche stratégique complètement différente d'un bord ou l'autre. C'est la question qui divise la gauche aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon fait le pari que l'addition d'électorats surmobilisés, les quartiers populaires, la jeunesse, les immigrés ou issus d'immigrés, lui permettra d'atteindre le second tour. Et ensuite, en se hissant au second tour, il devrait, selon lui, l'emporter parce que se jouera une espèce de réplique du Front républicain, ce qui, franchement, reste à prouver parce que quand on voit les sondages, on peut être très dubitatif sur ce point. L'autre part de la gauche, qui est incarnée par Ruffin aujourd'hui, mais qui est aussi chez les socialistes, c'est une approche qu'on va dire plus du PS d'Épinay, qui prône le front de classe, pour parler un peu socialiste. C'est-à-dire l'idée que la base du front de classe, c'est le salariat, et en particulier la classe ouvrière, auquel s'ajoutent des couches non salariées. C'est comme ça que ça avait été théorisé par François Mitterrand à l'époque. Et eux se disent, le calcul de Mélenchon n'est pas bon, parce que des électorats surmobilisés ne permettent pas d'emporter le second tour, parce que pour surmobiliser ces électorats, tels que les quartiers ou la jeunesse, il faut être radical.
Or, le deuxième tour, il faut une majorité sociologique, 50% des voix, plus une pour l'emporter, et il n'y a pas de majorité sociologique pour cette radicalité. Donc c'est ça que va devoir trancher la gauche pendant les 3 ans qui viennent, au-delà de qui sera le champion de tel ou tel. Puis après, il y a évidemment le programme et les approches qui sont différentes. Réformiste, évidemment, si on est d'un côté plus socialiste, et radical ou révolutionnaire si on est à la gauche de la gauche. Et peut-être aussi, alors là c'est beaucoup plus à court terme, les premières réformes annoncées par Michel Barnier, Maxence Lambrecq. Est-ce que ça peut ouvrir un espace peut-être plutôt à, je sais pas, la gauche social-démocrate ou pas? La gauche social-démocrate se dit en tout cas que Michel Barnier, c'est plutôt une chance que Xavier Bertrand, parce que l'espace sera plus grand, et le jour où Michel Barnier tombera à cause du RN, ils auront une proposition solide à proposer. Peut-être que le nouveau Front populaire à ce moment-là sera déjà passé, et cette alternative-là sera quasiment la seule, c'est-à-dire le centre-gauche aura éventuellement une place à jouer. La réforme des retraites portée dans la niche du Rassemblement national à venir, c'était la seule fois où on a entendu parler des communistes ce week-end, avec le porte-parole du PC qui dit oui, moi je veux bien voter avec le RN cette réforme des retraites, car c'est un bon point, peu importe qui la porte. Revenir sur la retraite, c'est l'essentiel. C'est intéressant parce que Fabien Roussel, il était un peu plus mitigé, mesuré sur France Inter. Ce matin, vous êtes en première loge pour nous en parler, on va le réécouter. Ça sera débattu lors de nos journées parlementaires jeudi. Les députés donc décideront à ce moment-là. Je dis une chose, c'est que on verra si le texte arrive dans la niche. Vous connaissez l'article 40, le texte pourrait être balayé. Donc moi, je ne vais pas me mettre des nœuds dans la tête avant que ça arrive dans l'hémicycle. Mais c'est une question de principe, Et enfin, le Rassemblement national défend la retraite à 42 annuités. Il l'a dit, Bardella, pendant la campagne des Européennes. Avec eux, les Français vont partir en retraite à 60, 65, 66, 67 ans. Fabien Roussel. Et donc, ce sont des menteurs concernant la réforme des retraites. Ils font un coup politique avec cette niche, mais ce n'est pas eux qui vont défendre la retraite des Français. Je vous laisse aller au bout de la démonstration. Est-ce que ça peut finalement, ce qu'on entend un peu, c'est ce coup politique du RN avec leur niche parlementaire, provoquer, accentuer des scissions qui existent déjà au sein des différentes forces du nouveau Front populaire. François Est-ce qu'on vote avec le RN ou pas? Oui, bien sûr. C'est des fêlures. Je ne sais pas si on sera tout de suite sur des fissures franches et massives. La procédure de destitution aussi, ce sera la première fêlure dès demain, avec sans doute le Parti socialiste qui ne soutiendra pas la proposition de résolution portée par la France Insoumise. Donc destitution du président de la République, c'est le LFI qui l'avait proposé. Voilà, première petite touche, la réforme des retraites peut-être la deuxième. Il en faudra quand même un bon petit paquet avant que je pense que le NFP s'écroule. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Un petit rappel rapide, avec votre analyse politique dedans, mais de l'article 40, Anne-Charlotte Bézina, s'il vous plaît. Je pensais que vous étiez sur l'article 68 avec la destitution, parce qu'on parle beaucoup de la Constitution. Non, la destitution, on se la garde pour demain. L'article 40, c'est en effet la question de la recevabilité financière, parce qu'on a un Parlement sous la Ve République qui a été très diminué dans cette initiative et qui ne peut pas aggraver les dépenses ou diminuer les ressources. Et là, quand on voit qu'on parle de l'abrogation d'une réforme qui a été mise en place il y a à peine 10 mois, on se doute du gouffre financier qui est à l'initiative. Donc, il y a de fortes chances pour que le bureau de l'Assemblée nationale estime en effet qu'il y a une méconnaissance de cet article de la Constitution. Mais tout dépend de la permissivité, notamment de ce bureau et du président de la Commission des Finances, qui n'est autre qu'Éric Coquerel. Donc, les choses peuvent travailler en faveur de cette initiative du RN, même si une proposition, c'est une journée, une niche parlementaire. Donc il faut aller très vite à l'accord et ça risque quand même de ne pas leur être particulièrement favorable au vu de l'ensemble des finances que ce mouvement organise. Mais c'est intéressant de voir ces fissures. Moi, je crois quand même qu'elles sont profondes parce que ne serait-ce que lancer cette procédure de destitution, lancer la question d'un vote autour de Bernard Cazeneuve, de savoir si on le soutient, si on ne le soutient pas, il y a quand même déjà eu beaucoup d'éléments dans l'été qui ont prouvé que ce front de la gauche est certes uni au moment électoral, mais a quand même aussi des problèmes de famille à régler, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on est encore vraiment sur un nouveau Front populaire qui peut proposer une alternative de gouvernement? Je crois justement qu'il se fissure vraiment de l'intérieur pour proposer autre chose. Il y a vraiment des questions à se poser autour du gouvernement Barnier. Tiens, encore un mot, Jean Delevis, sur les retraites. Effectivement, il y a une majorité de Français qui s'expriment, qui se sont exprimés contre cette réforme des retraites. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont lucides sur la capacité finalement de
du RN ou même du Nouveau Front Populaire de pousser le gouvernement à remettre en cause la réforme. Ils sont quoi, désabusés? Quel retour vous avez? Il y a deux choses en fait. Un, c'est toujours un sujet. Et quand on regarde dans le cas des motivations de vote des différents électorats au cours, par exemple, des dernières élections législatives, c'était le cas déjà dès la présidentielle, un vrai sujet de préoccupation de la part des électorats qui sont les plus à droite et les plus à gauche sur l'échiquier politique. Dans un même élan, quand on a posé la question déjà par le passé, si jamais le RN effectue des propositions de loi, est-ce que les autres forces politiques doivent, d'une manière générale, ne pas les adopter systématiquement ou éventuellement les considérer au cas par cas? Même les électeurs qui sont proches de la France Insoumise disent, quand bien même ça viendrait du Rassemblement national, si ça va dans le bon sens, il faut que la France Insoumise vote les lois ou les propositions de loi qui émanent de la part du Rassemblement national. Donc la manière dont c'est traduit aujourd'hui politiquement de la part d'un certain nombre de dirigeants n'est pas du tout vue de la part des citoyens. Est-ce qu'ils pensent pour autant, les citoyens, qu'on peut atteindre l'abrogation de la réforme? Est-ce qu'ils l'espèrent encore? Ils la souhaitent, mais on ne peut pas dire qu'ils y croient véritablement. Et effectivement, on a déjà vu il y a quelques mois les conditions dans lesquelles en fait cette proposition-là n'avait pas pu être déposée, et notamment qu'elle avait été bloquée par le bureau de l'Assemblée nationale. Par le groupe Lyotte, en effet, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, dès juin en fait, de 2023. Allez, on ouvre un deuxième chapitre dans ce débat 100% politique consacré au Rassemblement national qui tenait ses journées parlementaires ce week-end, et on en parle avec Steve Jourdain qui doit être juste derrière le rideau de Sens Public. Ah bah ça tombe bien, bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Journée parlementaire, mais ça ressemblait plutôt à un lancement de campagne électorale. Oui, d'habitude le RN organise en grande pompe une université d'été dans le sud de la France. Cette année, rien de tout ça, pas de soleil, pas de chemisette, pas de pantacourt, pas d'échange avec les militants, direction les sous-sols du Palais Bourbon. C'est là que Marine Le Pen a réuni ses troupes samedi. À l'ordre du jour, sur le papier, en théorie, la préparation des interventions à venir du groupe au Parlement. Mais dans les faits, la patronne du RN a plutôt décidé de préparer les esprits aux prochaines échéances électorales. Écoutez-la. Espérons que cette mandature soit la plus courte possible. La Constitution interdit, sauf peut-être nouvelle élection présidentielle, de dissoudre avant 1 an. Il reste 10 mois et moi je suis convaincu qu'il y aura, à l'issue de ces 10 mois, au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives. Le RN compte aujourd'hui 126 députés à l'Assemblée nationale. L'objectif est de faire beaucoup mieux la prochaine fois, peut-être dès 2025. Le but est aussi d'être en ordre de marche pour les élections municipales de 2026, Thomas. Et pour cela, le parti dit vouloir changer. Il s'agit d'éviter à l'avenir les brebis galeuses. Vous savez, c'est le terme qu'avait employé Jordan Bardella pour qualifier les dizaines de candidats qui avaient tenu des propos antisémites, racistes, homophobes et qui se présentaient sous la bannière du RN aux dernières législatives. Tout ça, c'est terminé, promet le parti. Pas question pour autant de parler de purge. À l'heure actuelle, une trentaine de militants ont été convoqués devant la commission des conflits. Ils risquent une suspension, voire une exclusion du RN. Et pour mieux sélectionner les candidats aux élections à l'avenir, une réorganisation a été décidée. Oui, on a assisté ce week-end à une flopée de nominations. Julien Sanchez, ancien maire de Beaucaire, est nommé directeur de campagne pour les élections municipales. Les députés Thomas Ménager et Julien Audoux sont à eux chargés d'animer le bureau de campagne des législatives. Ils vont devoir désigner 577 candidats d'ici au mois de mars. Et puis l'idée est aussi de mieux former les cadres du parti. La députée Edwige Diaz a été désignée vice-présidente à la formation. Elle devrait proposer des ateliers, des formations médiatiques et politiques aux différents candidats. Pour Jordan Bardella, l'après Michel Barnier commence dès aujourd'hui. Écoutez-le. Nous préparons l'alternance dont le pays a besoin. Nous préparons le sursaut qui sortira le pays du déclin et du désordre. Nous nous préparons à titre personnel et à titre collectif à la conquête du pouvoir et désormais à son exercice. Toute cette agitation médiatique, Thomas, a aussi peut-être pour objectif de faire oublier un autre très grand rendez-vous à venir pour le parti. À partir du 30 septembre, Marine Le Pen doit être jugée devant le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics dans l'affaire des collaborateurs européens. C'est un procès gigantesque. L'ex-candidate à l'Élysée risque notamment une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 5 ans. 5 ans, ça signifierait la fin de ses ambitions pour 2027. Merci beaucoup.
Steve, tiens, sur ce calendrier judiciaire, un mot, on en a déjà parlé sur ce plateau, Maxence Lambrec. Est-ce que c'est surtout le calendrier judiciaire qui offre un répit à Michel Barnier? Le répit de Michel Barnier là-dessus, oui. C'est vrai que le RN n'a pas la intérêt. ramène pas d'ici là. Quoi, on est d'accord. Je dis ça d'une façon un peu triviale. Oui, mais oui. bon. Alors, le calendrier a été fixé par Marine Le Pen. Je pense que là, en effet, dans les 10 prochains mois, elle laissera le gouvernement Barnier agir, peut-être se tromper aussi et laisser la droite perdre. Et l'intérêt de Marine Le Pen dans tout ça, c'est que Laurent Wauquiez se crame définitivement, enfin en tout cas c'est ce qu'elle espère, qu'il soit au ministre, que ça se passe mal, et qu'ensuite, dans 10 mois, elle appuie sur le bouton, la censure avec la gauche et un nouveau gouvernement. Donc en effet, le calendrier 30 septembre, le début du procès, on sait qu'elle laissera au moins l'hiver passer, et que le RN jouera aussi la respectabilité, d'une certaine manière, la stabilité. On ne va pas repartir pour 3 mois de consultation. On va laisser Michel Barnier faire ses premiers pas. C'est une vraie épée de Damoclès, cette procédure judiciaire, Anne-Charlène Bézina, pour le Rassemblement national. Steve parlait de 5 ans d'inéligibilité potentielle, évidemment. On ne va pas faire le verdict, la décision avant qu'elle tombe. Oui, notamment parce que cette sanction, elle est nucléaire. L'inéligibilité, c'est des cartons dans la demi-heure. Donc ça signifie vraiment quelque chose de fort. Symboliquement, et je pense qu'en effet, un parti a intérêt à se préparer à cette hypothèse-là. Néanmoins, sur la posture de Marine Le Pen, il faut quand même rappeler qu'elle n'est rien toute seule à l'Assemblée nationale. On a dit de ce gouvernement Barnier qu'il était dans la main du RN. C'est une erreur technique absolue, puisque ça aurait été exactement la même chose pour le Premier ministre Bernard Cazeneuve, s'il en avait été ainsi, puisque c'est la conjonction des extrêmes des deux bords de l'hémicycle qui fera tomber le futur gouvernement s'il doit tomber. Donc, le RN surjoue la posture du faiseur de roi, et c'est évidemment tout le luxe de l'opposition. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre d'ailleurs qu'elle se précipite vers de nouvelles échéances électorales, parce que cette posture d'opposition est très confortable. On touche une manne financière, on appuie sur les boutons au moment où on souhaite faire des alliances d'appareil, sachant qu'en plus en France on n'est pas comme en Allemagne, on ne demande pas un nouveau Premier ministre quand on en démet un. Il suffit de choisir de démettre, donc il y a évidemment quelque chose de très confortable là-dedans. J'ajoute un point qui m'agace très souvent, c'est d'entendre que la nouvelle présidentielle amènera potentiellement à une nouvelle dissolution avant l'année. C'est techniquement, complètement et constitutionnellement impossible. Ah oui, avant le 9 juin, de toute façon, voilà, même s'il y a une présidentielle anticipée. On parle quand même beaucoup dans son discours partisan, pour notamment sensibiliser à l'idée d'une destitution du président, ou en tout cas d'une démission anticipée. Tout cela ne réglera pas la situation de l'Assemblée nationale avant le 9 juin. Ça fait un peu disque rayé, mais c'est important de le redire. Oui, on est là pour ça. Jean-Daniel Lévy, ils retiennent quoi, les électeurs du Rassemblement national? On parle de la purge, là, le ménage qui est fait, les brebis galeuses, etc. De cet entre-deux tours. Ils retiennent ça. Encore une fois, il y a un manque de professionnalisme qui est apparu, ou alors au contraire, il y a eu cette coalition, ce front républicain réactivé. Il y a plusieurs éléments. Peut-être déjà, on peut rappeler que le RN au premier tour a surperformé par rapport au score qu'il avait réalisé en 2022. Moins de 20% en 2022, plus de 30% à peine 2 ans plus tard. Qu'il est même passé, quand bien même il y a eu 210 désistements, de 89 députés élus en 2022 à plus de 140 en 2024. Donc il y a, si ce n'est un vrai vainqueur, en tout cas une formation politique qui a extrêmement performé. On a des électeurs, qui plus est, qui ont continué leur comportement électoral entre le premier tour et le deuxième tour. Quels qu'aient été les débats, quelle qu'ait été la nature en fait de la présentation de candidats du Rassemblement national. Là où ils ont entre guillemets un peu perdu, c'est pas auprès du cœur de l'électorat de Marine Le Pen, mais c'est plutôt auprès du nouvel électorat entre guillemets du Rassemblement national, des personnes qu'on pourrait qualifier comme étant issues de la droite classique et qui ont été heurtées par 3 aspects. Le premier aspect, effectivement, les candidats, comme vous l'avez indiqué. Le deuxième aspect, la posture de Marine Le Pen, qui avait laissé entrevoir que peut-être que le rôle du président de la République, notamment en matière d'affaires étrangères, serait plus exactement le même. Et donc, ces électeurs qui étaient un peu gaullistes dans l'âme se sont dit que ça ne correspond pas exactement à ce que l'on attend de la répartition des pouvoirs au sein de l'exécutif. Et puis le troisième aspect, le thème des binationaux. Oui. Qui avait été lancé par Sébastien Chenu. Qui avait été lancé par Sébastien Chenu et qui a été un peu en mode on va gagner et donc on ne fait pas forcément exactement attention à toutes les conséquences de ce qu'on peut dire. On a aujourd'hui un Français sur 4 qui de manière directe ou indirecte est concerné par les binationaux et ça a déstabilisé une partie de cet électorat-là sans que ça obère véritablement le score extraordinairement élevé en pourcentage, en voix
et en effectivité en nombre de sièges que peut avoir le Rassemblement national. Mais dans l'attitude, je ne sais pas Mathieu, moi en voyant les images de Jordan Bardella, Marine Le Pen qui arrive, qui lui montre l'endroit où Yehuda, enfin bon, la répartition des rôles, on la connaissait, mais elle a été renforcée par la législative. Ah oui, elle a été renforcée naturellement par l'échec de Jordan Bardella. Enfin, c'est l'échec du Rassemblement national, mais c'est considéré comme l'échec de Jordan Bardella. C'est lui qui devait la Matignon, c'était lui le chef de campagne. Et la vérité, c'est que le Rassemblement national n'était pas prêt. Et ce temps qu'elle s'achète, Marine Le Pen, en jouant la responsable, en jouant je ne suis pas dans les artisans du chaos, mais au contraire, on va mettre ce gouvernement sous surveillance et le laisser sans doute gouverner. C'est surtout un temps pour elle pour se préparer, parce que cette purge, ça ne se fait pas en 15 jours. Trouver 577 candidats, ça ne se fait pas en 15 jours non plus. Alors il y a ces ennuis judiciaires. Elle tape beaucoup sur ce qui était arrivé au Modem, vous vous souvenez, et François Bayrou avait été, lui, blanchi dans cette affaire, donc elle se dit si la logique qui a prévalu se ressemblent. Oui, c'est une affaire d'assistants parlementaires européens qui auraient été employés à d'autres missions que les missions européennes, et plutôt des missions partisanes. Je caricature, mais en gros, voilà. Et elle se dit, il y a une forme de jurisprudence Bayrou qui me permettrait peut-être d'échapper à une condamnation. Mais même si elle échappe à cette condamnation, elle n'est pas prête, elle a donc besoin de ce temps. Après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, sinon elle se retrouverait accusée de faire perdurer ce système qu'elle a longtemps condamné. Et donc, c'est pour ça qu'elle a fixé le calendrier de façon très claire, hein, c'est printemps ou automne, donc elle appuiera sur le bouton de la censure. Et c'est vrai que sa posture, elle reste quand même faiseur de roi. J'ai une petite différence avec Anne-Charlène, parce qu'à partir du moment où le nouveau Front populaire est dans le vote systématique et automatique, donc il n'y a aucune interrogation sur ce que veut le nouveau Front populaire, puisqu'ils disent quoi qu'il arrive, on votera la censure, puis on déposera les motions de censure. Il n'y a pas d'interrogation là-dessus. La seule interrogation, c'est elle ou non qui appuie sur le bouton. Si le nouveau Front populaire avait fait un pas de côté en disant on jugera sur ce PS, là, ça aurait été plus équilibré. Oui, Maxence, allez-y. Non, mais ça fait 10 ans qu'on parle de la préparation des législatives au FN. J'ai couvert le FN il y a 10 ans et on était déjà dans des universités de rentrée à un nouveau délégué à la formation, un nouveau directeur de campagne législative, c'était Nicolas B à l'époque, et on était déjà sur, on a 577 candidats, vous pouvez être sûr que nous sommes prêts pour les législatives de 2017. Depuis, on a toujours les mêmes histoires. Nous, sur France Inter, on avait la semaine dernière le témoignage du délégué départemental de Mayenne, du RN, qui a été démis de ses fonctions. Il n'avait même pas de fiche à donner à ses candidats avant les interviews et les débats télévisés de l'entre-deux tours. Il n'avait même pas d'éléments programmatiques à leur donner, résumés sur une fiche. Et donc, il a été démis de ses fonctions justement parce qu'il critiquait ce manque d'accompagnement des candidats qui débarquaient complètement dans un système qu'ils ne connaissaient pas, face à des députés en marche, des députés Renaissance, aguerris à l'exercice. Donc, en effet, 10 mois, ce ne sera pas trop, parce que ce travail-là, il est permanent, et les nouveaux délégués qui ont été chargés ont beaucoup de travail pour aller dans chaque circonscription, trouver la bonne personne qui soit capable de défendre correctement le programme du RN. Sachant que quand on regarde parmi les types d'électorat, l'électorat qui a le moins voté en tenant compte du candidat, c'est l'électorat du Rassemblement national. Et on a vu qu'il y avait même parfois des candidats qui n'avaient pas du tout fait campagne localement et qui avaient allègrement dépassé les 40% dès le premier tour des élections législatives. C'est pas nouveau. Dès, si je ne me trompe pas, les cantonales de 2011, on avait commencé à le voir apparaître. Il suffisait d'avoir le bandeau avec Marine Le Pen pour que ça accroisse le niveau de comportement électoral. On a entendu parler qu'il y a des personnes qui habitaient ni dans le canton ni dans le département, qui étaient candidats des EHPAD. Et ça n'empêchait pas au final les électeurs de voter. Donc tout ceci, ça joue quand même pas magistralement, en fait, quand on regarde en matière de comportement électoral. Ce qui a le plus frappé, ça a été en fait la mise en avant de personnalités qui apparaissaient comme étant inéligibles sur le principe, ou qui avaient des comportements qui étaient complètement en dehors de tout ce que pouvaient être les principes républicains. Mais les électeurs, globalement, nous disent de toute façon, ils ne sont pas forcément exactement au niveau, mais est-ce que les autres le sont beaucoup plus ? Pas véritablement. En tout cas, ça ne constitue pas, pour la masse des électeurs du Rassemblement national, un frein à voter pour ces candidats-là. Allez, on ouvre un chapitre consacré à l'équilibre des pouvoirs entre Emmanuel Macron et son Premier ministre, qui se joue déjà sur la scène européenne. Je commence avec vous, Mathieu. On va raconter d'abord l'une des infos du jour, c'est la démission express de Thierry Breton de son poste de commissaire européen. Oui, une démission sur X avec humour, s'il vous plaît, parce qu'il est 8h15 ce matin, lorsque le commissaire européen poste sur les réseaux sociaux ce qu'il appelle son portrait officiel. Et pour notre portrait officiel, en fait, il s'agit d'un cadre vide et suivi quelques minutes plus tard d'une lettre de démission dans laquelle il s'en prend directement à la présidente Ursula von der Leyen. Il y a quelques jours, écrit Breton, vous avez demandé à la France de retirer mon nom pour des raisons personnelles dont vous ne m'avez jamais directement fait part. À la lumière de ces derniers développements, je dois en conclure que je ne peux plus exercer mes responsabilités au sein de la Commission. Est-ce que c'est une surprise ? Alors sur la forme, oui. La présidente von der Leyen était en train de mettre la dernière main à la composition de sa Commission.
commissions. Faire un clash comme ça sur les réseaux sociaux, ça s'est pas beaucoup vu dans l'histoire de la Commission européenne. Sur le fond, en revanche, c'est pas franchement une surprise, tant le français et l'allemand avaient accumulé les griefs l'un contre l'autre, au point que depuis des mois, Thierry Breton ne se cachait même plus pour dire tout le mal qu'il pensait de la présidente de la Commission européenne. Vous vous souvenez, en mars dernier, elle avait été désignée, mais très mal désignée, candidate pour le poste par le PPE, le Parti populaire européen. Thierry Breton l'avait carrément vanné sur Twitter, si j'ose dire, enfin sur X. Le PPE lui-même ne semble pas croire à sa candidate, disait Breton. Tiens, l'été dernier, le commissaire au marché intérieur avait lancé un avertissement à Elon Musk, vous savez, parce que Elon Musk, patron de X, ne respectait pas les obligations européennes, notamment en termes de modération, mais il ne l'avait pas prévenu, Ursula von der Leyen, qu'il avait très très mal pris. Et puis, la vérité, c'est qu'aussi Ursula von der Leyen était en train d'essayer de réduire au maximum le périmètre et le champ d'intervention de Thierry Breton à Bruxelles. Est-ce que pour autant, c'est un coup dur pour Emmanuel Macron ? D'une certaine façon, oui, parce que le président de la République avait fait de Thierry Breton son candidat. Vous vous souvenez, c'était fin juillet dernier, toutes les oppositions lui étaient tombées dessus en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça, attendez au moins qu'un gouvernement soit nommé et que vous puissiez en discuter avec votre Premier ministre. » Alors cette fois-ci, l'Élysée a voulu faire les choses dans l'ordre. Tu parles, il a attendu à peine quelques minutes, un quart d'heure, pour dire oui, on a associé à Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, à la désignation du nouveau candidat de la France. Et surprise du chef, c'est qui le candidat de la France ? Eh bien, c'est l'éphémère ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ancien patron du groupe Renew au Parlement européen, mais qui présente surtout l'avantage pour le président d'être un macroniste pur beurre. Oui, un fidèle parmi les fidèles. Voilà. Va devenir Thierry Breton. C'est là où Michel Barnier pourrait se consoler de son côté, car le désormais ancien commissaire européen, dont il est proche, Michel Barnier, il se retrouve sur le marché des transferts. Il ne nous a pas échappé que nous sommes d'une semaine de composition du gouvernement. Et Thierry Breton, qui a déjà été ministre de l'économie sous Jacques Chirac, il est dans une position assez idéale de trait d'union entre la droite classique et puis ce fameux bloc central qui existe depuis 7 ans. Il est étiqueté société civile, il a été patron d'industrie aussi, même s'il n'a pas eu que des réussites, on peut voir ce qui se passe chez Atos. Il pourrait être un jour un joker de choix pour Bercy si Michel Barnier le décidait. Ce qui explique peut-être qu'il ait claqué la porte de Bruxelles, Thierry Breton, au moment évidemment où la composition du gouvernement se jouait en coulisses. Anne-Charline Bézina, effectivement des poids lourds un peu techniques, il n'y en a peut-être pas tant que ça à trouver, mais ça pourrait être une carte importante dans le jeu de Michel Barnier pour pas... Voilà, on sait que ça va être compliqué pour lui d'équilibrer, ne serait-ce que entre LR, le Modem et le parti macroniste. Donc c'est peut-être moins un épouvantail pour les autres, un profil technique, on peut dire ça comme ça ? Oui, je crois qu'on peut vraiment dire ça comme ça, notamment parce que de 5e République se faisant, il y a de plus en plus de longueur à faire des gouvernements, parce que notamment, il y a aussi beaucoup d'affichage politique. Le seul ministre qui a une existence constitutionnelle, c'est le ministre de la Justice. Donc on pourrait tout à fait ne pas avoir de ministre de l'Intérieur. Ça ne nous poserait pas de problème. Donc il faut vraiment apprendre à restreindre un peu les personnes. Ouais. Mais on veut représenter les femmes, on veut représenter aussi des gens dont la probité financière est évaluée à l'avance par la haute autorité. Et puis on doit aussi avoir tous les courants internes d'un parti. Donc on est vraiment dans un mercato, je rejoins ce qu'a dit Mathieu, très, très difficile, très technique. Et donc l'idée d'avoir une personnalité un petit peu hors de ce champ politique est évidemment heureuse, notamment parce que je pense que l'épreuve que joue ce gouvernement-là, c'est d'arriver à démontrer que sa base était un petit peu plus solide que celle d'un Bernard Cazeneuve ou d'un Xavier Bertrand. Aujourd'hui, l'Élysée nous dit, ça table autour d'une petite 300aine de députés qui pourraient le soutenir. Eh bien, il faut le prouver au sein de ce gouvernement, parce que c'est ça la loi de la 5e République. C'est pas le nombre de sièges, mais c'est le nombre de personnes qui peuvent soutenir ce gouvernement qui doit se compter. Donc, il faut une certaine diversité et évidemment le poids technique, le poids de réassurance auprès de Bruxelles avec le sérieux financier me semble faire de Thierry Breton un profil assez intéressant. Et alors sur la proposition, puisque la France propose son candidat à la Commission européenne, donc Stéphane Séjourné, effectivement, à quel point ça a été imposé à Michel Barnier, ou y a-t-il eu effectivement concertation en tout point? Ah oui, selon les infos de France Inter, ça s'est fait cet été entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Ça ne s'est pas fait ni ce matin ni hier soir, ça s'est anticipé de longue date. Et le choix de Stéphane Séjourné a aussi été fait en amont. Donc Michel Barnier n'est pas dans l'équation. Il y a eu l'alerte AFP qui va bien le quart d'heure avant pour dire que c'était en bonne intelligence que le choix avait été fait. En soi, Michel Barnier a été informé avant l'information rendue publique le quart d'heure suivant, mais Michel Barnier n'est en rien impliqué là-dedans, et c'est la première décision commune, entre guillemets, qui est prise avec l'un des plus proches, vraiment l'un des plus proches. Il y a peu de personnes qui ont autant confiance réciproque en Emmanuel Macron,
Macron, Stéphane Séjourné, c'est vraiment quelqu'un qui restera l'homme d'Emmanuel Macron à Bruxelles. Oui. Alors c'est intéressant parce que Bruxelles, c'est quand même évidemment stratégiquement très important pour les mois à venir avec l'endettement français. Jean-Daniel Lévy, est-ce que ça peut être un point de friction entre, on va parler de domaine réservé ou de domaine partagé, tiens, dans un instant, entre eux, et Emmanuel Macron et Michel Barnier. Moi, je disais ce week-end que le réseau de Michel Barnier à Bruxelles était hallucinant, lié notamment à sa longue expérience de commissaire européen, puis de négociateur du Brexit. Beaucoup de ses collaborateurs ont essaimé dans différentes directions européennes. Comment on peut anticiper ce qui va se passer à Bruxelles entre Emmanuel Macron et son Premier ministre? On peut penser que si jamais il y a des points de friction, ils ne seront pas forcément sur les sujets européens, parce que quand on regarde en fait les positions anciennes qui ont été portées par Michel Barnier et celles qui ont toujours été défendues par Emmanuel Macron, globalement, ils sont tous les deux pro-européens, avec l'idée de la France, que la France puisse être plus forte globalement au niveau européen, que quand on a vu la présidence française de l'Union européenne qui a été portée par Emmanuel Macron, il n'y a eu aucune critique majeure, sauf erreur qui a été effectuée de la part de Michel Barnier, et que même lorsque Michel Barnier s'interroge en fait sur, on l'avait vu dans le cadre de la campagne interne pour pouvoir être candidat à la présidentielle, sur le rôle lié à l'immigration par exemple, etc., que ça ne paraît pas si éloigné que ça, qu'un certain nombre de positions qui ont été adoptées de la part du président de la République. Donc on peut entrevoir, à mon avis, que si jamais il y a des points de tension entre le président de la République et le Premier ministre, ce sera beaucoup plus en fait sur des sujets d'un point de vue économique ou d'un point de vue social et de politique intérieure, plutôt que sur des grands sujets de politique internationale, sachant que Michel Barnier, jusqu'à présent, ne s'est pas toujours projeté sur des enjeux qui dépassaient le strict cadre européen et ne s'est pas prononcé sur les grands sujets qui peuvent avoir lieu au Proche-Orient ou ailleurs. Je pense à ça parce que je lisais chez nos confrères du Monde autour de la nomination de l'ancien eurodéputé Arnaud Danjean au cabinet de Michel Barnier. Je cite Le Monde, la nomination comme conseiller spécial de ce spécialiste des questions militaires accrédite l'idée que le nouveau Premier ministre entend prendre sa part en matière de défense et de politique internationale. Et effectivement, on a déjà réagi sur ce plateau sur cette phrase de Michel Barnier. Pas de domaine réservé, mais des domaines partagés. On est dans de la sémantique, il va falloir voir l'usage. Dans la grande querelle de la Ve République, vous savez que ce domaine réservé n'existe pas dans la Constitution. C'est Jacques Chaban-Delmas qui le théorise dans sa ferveur gaulliste. Et au fond, il existe et il n'existe pas. C'est-à-dire que il y a l'article 15 qui nous dit que le président de la République est le chef des armées. Et c'est quand même un peu lui qui appuie sur le bouton nucléaire. Donc ça nous le prouve. Mais il y a évidemment un partage, c'est-à-dire que le Premier ministre a toute une capacité d'inertie, ses ministres également, en termes de contre-signature, de jeux d'otages qui peuvent tout à fait exister. Même si on pourrait doucher un peu les ardeurs de Michel Barnier, qui n'est pas vraiment en situation de cohabitation non plus. C'est-à-dire que le président de la République est fort de près de 115 députés, de certains ministres qui évidemment seront issus de son obédience. Donc Michel Barnier pourrait tout à fait finir en tenaille entre un ministère des Affaires étrangères très pro-Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui-même, qui amenuise un peu sa capacité d'inertie constitutionnelle, justement. Donc je crois que le domaine sera vraiment réservé au président de la République. Et puis ça restera son terrain de jeu. Emmanuel Macron est l'un des seuls où il pourra agir, se déplacer, parler, s'exprimer librement. Donc il va évidemment l'utiliser. Là, on l'attend au sommet MEN 9 à Chypre bientôt. Il sera à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, alors qu'il n'y a pas été l'an dernier. Enfin, c'est quand même son terrain de jeu en priorité. Et je pense qu'en effet, le ministre des Affaires étrangères, ça sera un poste que Emmanuel Macron va vérifier avant. Lui, il va recevoir, évidemment, comme la Constitution le demande, la liste des ministres que Michel Barnier compte proposer. Et si le nom ne lui plaît pas, clairement, il le barrera et il le remplacera par un autre. Alors, sur cet équilibre, justement, équilibre des forces au sein du gouvernement, Barnier, le MoDem veut peser, elle l'a fait savoir. Marc Fesneau, président du groupe centriste à l'Assemblée, le disait dans un entretien à la Tribune dimanche. Il faut un équilibre gouvernemental qui tienne compte de la réalité de l'Assemblée. Or, LR, avec ses 47 députés, est en train de se comporter de la même manière que le nouveau Front populaire, qui cet été estimait qu'il pouvait imposer sa politique même s'il ne disposait que de 193 voix. D'une certaine façon, le député LR du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, lui a répondu ce matin. C'était chez le confrère de Sud Radio.
Michel Barnier, il a une équation complexe à résoudre où il faut additionner les forces, je le disais tout à l'heure. Et donc, ça veut dire avoir des personnalités de la droite républicaine, et ça ferait sens d'avoir des personnalités comme Laurent Wauquiez, comme Bruno Retailleau, peut-être comme Valérie Pécresse. On manque pas de profils expérimentés à la droite républicaine, mais évidemment qui doivent s'additionner à d'autres personnalités, d'autres formations politiques, que ce soit le MoDem, que ce soit peut-être l'UDI, que ce soit Vous-même au gouvernement ? Vous savez, moi je suis candidat à rien. Ils sont nombreux ceux qui sont candidats à rien. Bref, Jean-Daniel Lévy, peut-être que c'est du côté de Gabriel Attal qu'il faut regarder, là maintenant, sur la composition de ce gouvernement, l'équilibre de ce gouvernement, la posture d'un Gabriel Attal dedans, plutôt dans l'opposition. Ça va être vraiment intéressant dans le prochain jour. Déjà rappeler le communiqué qui a été effectué par les députés Ensemble pour la République, donc c'est-à-dire en soutien théorique au président de la République, à la nomination de Michel Barnier. On a déjà vu des communiqués qui étaient un peu plus enthousiastes que ça. Oui, là, c'était vraiment, c'était pas froid, c'était limite glacial. Hein, et donc, on voyait bien que eux avaient d'ores et déjà indiqué qu'ils allaient pas considérer que Michel Barnier était le chef par principe et qu'ils allaient, toutes choses égales par ailleurs, rejoindre et appuyer les prises de décision de la part de Michel Barnier. Donc, il y a effectivement une cohabitation à plusieurs registres, une cohabitation évidemment entre Michel Barnier et le président de la République, mais même au sein en fait de ceux qui sont censés soutenir l'exécutif, une tension qui va apparaître, et qui va apparaître non seulement, vous l'avez indiqué, de la part de Gabriel Attal, mais également de la part des autres forces politiques qui composent ceux qui sont également censés être en soutien à l'égard du président de la République, le MoDem, on en a parlé tout à l'heure, et également les proches d'Édouard Philippe, voire ceux qui sont un peu plus à gauche, comme Territoire de Progrès, etc. Donc c'est une équation qui est une équation relativement complexe et exigeante. Et puis avec des agendas, et vous parlez de Gabriel Attal, il a probablement deux agendas en tête. Le premier de très court terme, c'est-à-dire la conquête potentielle du parti, dont il n'a pas aujourd'hui fait officiellement mention, mais dont on voit qu'il ne voit pas forcément d'un très bon œil qu'Elisabeth Borne puisse être en lice vers cela. Et puis également 2027 ou avant, si jamais il devait y avoir une élection présidentielle, parce qu'on dit que traditionnellement, n'importe quelle personne qui entre à Matignon se pose la question de pouvoir par la suite aller à l'Élysée. Tiens, je boucle, puisqu'on a démarré ce débat sur la guerre des gauches et sur cette question qui va nous occuper, nous passionner demain, celle du bureau de l'Assemblée, la destitution d'Emmanuel Macron. Dernière dépêche de nos confrères de l'agence France-Presse en cette fin d'après-midi. Mathilde Panot, donc l'insoumise, qui appelle ses collègues socialistes à ne pas s'opposer à l'examen par l'Assemblée d'une procédure de destitution d'Emmanuel Macron au nom, je la cite, du débat démocratique et de la souveraineté populaire. Anne-Charline Bézina, allez, teaser, qu'est-ce qui va se jouer demain ? Demain, il se jouera la question de la recevabilité, c'est-à-dire est-ce que vraiment, constitutionnellement, l'idée que Emmanuel Macron n'ait pas nommé un Premier ministre dans les rangs de la gauche est un problème constitutionnel, est une violation, je cite la Constitution, manifestement incompatible avec la poursuite de son mandat. C'est ça qu'on va décider demain. Le vocable avant 2016, ça s'appelait la haute trahison. Donc en fait, on est encore empreint de tout ça et c'est ça qu'il va falloir déclarer demain. La seule fois où on l'a fait sous la Ve République depuis 2007, c'était à propos de ce président qui ne devrait pas dire ça, le livre, François Hollande, dans un ouvrage. Et le bureau de l'Assemblée nationale a dit ça n'est pas un manquement suffisamment incompatible avec le mandat. Donc il est attendu du bureau demain de savoir si oui ou non il y a controverse autour de ça. Et encore une fois, on note que les Insoumis prennent la démocratie comme notion clé autour de ce débat-là. Attention à peut-être pas lui faire dire trop de choses. Oui, un mot peut-être pour conclure, Maxence Lambrecq, l'équilibre des forces là au sein de ce bureau de l'Assemblée. Ah oui, mais enfin là, le message de Mathilde Panot ce soir, elle a compris qu'elle avait perdu, parce que ça c'est le dernier coup de pression, c'est la dernière tentative. Mais elle a perdu. Le PS a bien compris que ce chemin-là, de toute façon, allait dans le mur avec notamment l'opposition au Sénat. Oui, parce qu'on sait que ça n'ira pas plus loin que le Sénat. Voilà, parce qu'il faut que les deux chambres s'accordent là-dessus. Et puis, il y a aussi l'idée que si le RN avait lancé ça, évidemment que cette procédure de destitution va trop loin et c'est une marque de radicalité, on en parlait tout à l'heure, qui dépasse l'entendement. L'objectif, c'est surtout de faire rentrer dans le débat public la question du départ d'Emmanuel Macron, la question de sa démission, et de petit à petit faire rentrer cette idée que c'est possible qu'Emmanuel Macron ne finisse pas son mandat. Et là est l'objectif, et je pense que là, pour le coup, c'est plutôt assuré, puisqu'on en parle ce soir, puisqu'on en parlera demain, et que cette question est sur la table. Merci à tous et à bientôt sur Public Sénat.
Sénat, Jean-Daniel Lévy. Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif auquel vous avez participé, La France à 20h ou l'heure d'être ensemble. C'est publié aux éditions de l'Aube. À très bientôt sur notre antenne.